Bon, bonsoir à tous. On est en fin de journée, donc on peut dire bonsoir, je crois. Il nous a apparu judicieux, à l'occasion de cette journée consacrée à la transition LED et à la question de la couleur, de soumettre aux créateurs Lumière en exercice un questionnaire sur leurs pratiques et réactions dans cette période de transition technologique qui est cruciale. Alors évidemment, on va revenir sur beaucoup de notions qui ont été parcourues durant cette journée. Donc ça va peut-être être un peu redondant, on va voir. Et on ne peut pas restituer le corpus qu'on a recueilli, qui fait 28 pages, donc on a choisi de prendre ce qui nous semblait le plus transmissible sous forme de diapositive. Et vous allez pouvoir vous rendre compte que les points de vue peuvent être contradictoires et antagonistes suivant les différents créateurs. Donc on a recueilli 16 personnes ont répondu à ce questionnaire. C'est déjà finalement relativement important dans le contexte dans lequel on est. Voilà. Donc, sur la structure, Antonio va... Oui, la structure, on a essayé de garder quelque chose d'assez ouvert tout en proposant 5 axes qui sont art esthétique, l'aide appliquée à la couleur, la conception et le matériel, l'exercice du métier et la tournée. Et vous allez retrouver ces références de ces axes dans les différents slides pour pouvoir effectivement rebondir si vous souhaiterez ensuite au moment des échanges. Donc la première partie, donc l'art esthétique. La question c'était quel est votre rapport avec la couleur, quand et pourquoi privilégiez-vous la couleur ou son absence? Et on s'est rendu compte que la plupart des réponses mettaient l'accent sur le fait que c'est les projets qui déterminent la tendance vers les blancs ou vers la couleur. Et que cette couleur finalement est la base de toute lumière. Parce que même les blancs, en fait, il est émergé très clairement aujourd'hui, même les blancs, c'est une couleur, une teinte, une température. Et que cette couleur est indissociable du matériel choisi, des sources, de l'intensité, notamment pour la question des sources incandescence et la graduation. C'est pour une personne une manière pour aller du concret vers l'abstraction, c'est-à-dire de la lumière naturelle, une lumière colorée qui crée une sorte d'abstraction, et une puissance d'expression plastique et ou dramaturgique qui peut assumer dans le contexte théâtral une valeur métaphorique et symbolique ou donner un sens extraordinaire à la scène, une sorte de réalisation, et que l'espace, quelqu'un a dit aussi que l'espace vide de la danse moderne et contemporaine offre naturellement la possibilité de l'usage pour cette lumière colorée. Alors la question suivante était dans quel ordre, à quel moment la couleur intervient dans le processus de conception donc, du plan de feu. Donc d'une manière synthétique, le choix de sa couleur ou son absence et avec la direction vraiment dans le point de départ du processus de conception. Ensuite, l'intégration des nouvelles sources à LED, judicieusement placée, sert à multiplier les options de couleurs si besoin. Alors c'est vrai que les possibilités offertes par les sources à LED dans la production de la couleur sont très très riches, et donc il y a des options qui peuvent s'ouvrir au fur et à mesure. Finalement. Alors, la troisième question, avez-vous des exemples dans votre travail où la couleur assume une signification particulière? Et ont émergé 3 tendances. Une tendance réaliste, c'est-à-dire essayer d'utiliser la couleur pour reproduire quelque chose comme la couleur du crépuscule ou du passage, la transition des différents moments de la journée. Une tendance symbolique, donc une couleur qui peut assumer une signification renforcée ou s'opposer à la dramaturgie du plateau. Par exemple, un exemple a été cité d'une fin de spectacle dans laquelle il y avait un incendie, et donc l'éclairagiste a choisi de plonger la scène dans du rouge et d'utiliser une direction en contre-jour de manière que le corps de l'interprète apparaisse en silhouette, en ombre noire, une sorte de personne peut-être calcinée. Et une autre tendance, celle d'utilisation de la couleur pour provoquer, pour perturber, reprenant un peu ce qui avait fait le mouvement du fauvisme autrefois.
Et après, il y a des exemples, oui. Oui, alors ensuite, il y a quelques illustrations qui viennent des créateurs ou créatrices lumière qui ont répondu. Donc, la première, c'est Un matin de printemps, on a quelques images, et avec ce texte qui l'accompagne, la couleur et les coupes géométriques dessinent des territoires. Ça, c'était la volonté d'Elena Guy. Et je voulais faire une scène comme celle qu'on peut voir de haut de l'avion, plein de bouts de terre de couleurs différentes, des terres agricoles découpées. Bon. Ou encore un autre exemple, je travaille des évolutions colorimétriques avec un maintien des directions et de la luminosité. Donc voici un extrait du spectacle Cosmos de 2023, mise en scène par Maëlle Poésie, lumière de Mathilde Chamou et scénographie d'Hélène Jourdan. Ou le Richard III de 1999, mise en scène par Geneviève de Carmabon, avec des lumières de Pascal Noël et une scénographie d'Elisabeth Neumüller. Bon. D'autres exemples qui ont été cités par les éclairagistes sans forcément qu'il y a eu explication. Là où il y avait du texte, on a rajouté. Et là où il y avait juste des exemples, on s'est limité à proposer des images et des visuels. On arrive à la question 4. Avez-vous quelques références d'éclairagistes ou artistes pionniers ou emblématiques dans l'utilisation de la lumière colorée? Et alors, il a émergé que c'est la danse moderne et contemporaine dans les années 70 puis 80 qui a ouvert les champs chromatiques. Quelqu'un a pointé, André Dio a affiné ses couleurs en ajoutant des densités neutres et des correcteurs au fur et à mesure qu'il s'est précisé les intensités dans la conduite. En matière de blanc, je dirais que c'est Joël Urbeck qui m'a le premier vraiment impressionné. Dans le domaine de l'éclairage scénique, Bob Wilson, Claude Régis, Alain Poisson, ou encore Olafur Eliasson, Jim Tarrell, Dan Flavin et les plasticiens de la lumière. Bon, là, on a repris vraiment ce qui était le plus commun, mais c'est vrai que les références d'artistes ou d'éclairagistes sont quand même énormes, puisque la question de la couleur, elle traverse tout l'art contemporain et ancien. Donc, c'est une sélection de ce qui apparaissait comme le plus prégnant. Et qui continue, en fait, avec... Donc, oui, il y a quelques illustrations. Bon, d'une œuvre de James Turrell, là, d'un tableau de Mark Roscoe, des productions et des recherches du groupe de recherche d'un visuel, donc tout l'art cinétique, avec chauffeur, etc., aussi a été une référence. Donc, sont des références qui ont été citées. Ok. Et une personnalité que finalement qu'on connaît moins, c'est bien John Davis. Quand il est venu, quand il a commencé à travailler dans le domaine chorégraphique avec Caroline Carlson, qui a quand même été très remarquable sur les nouveaux usages de la couleur. Et aussi a été pointé l'effet, pour terminer sur cette question, les Américains, quelqu'un a associé aux Américains la couleur des Loy Fuller en 1890 jusqu'à Alvin Nicolais dans les années 60-70 ont été les premiers à produire et à utiliser la lumière colorée comme forme expressive et plastique à part entière. Je dirais, on continue. Donc, d'autres points de vue ressentis. À la fin de chaque partie, il y avait possibilité de rajouter. Et donc, quelqu'un a écrit: notre métier change en fonction de l'évolution technologique des sources et des consoles. On doit s'adapter et profiter des perspectives qui s'offrent avec. Évidemment, la problématique est la multitude et la vitesse des renouvellements de ces sources qu'il faut maîtriser progressivement. Mais des nouveaux outils, des visualisations comme Capture, Vision, WYSIWYG sont là pour nous aider. Alors, là, c'est plus spécifique sur la question de la LED appliquée à la couleur, donc ce renouvellement technique primordial. Et la première question, et donc, quelle est votre perception du blanc de la LED par rapport à l'incandescence ou à la chimie
Quelle différence? Avantage? Utilisation. Alors, une catastrophe au départ, un véritable outil désormais. Nous assistons à un véritable changement perceptif avec la disparition de l'incandescence et à l'utilisation de la lumière LED. Notre œil doit et va évoluer. Pour moi, le travail sur les LED est indissociable de la compréhension de leur graduation, d'une plus grande maîtrise des modes. Bon, ça, c'est les modes console et les modes appareil, on va dire. Par exemple, pour pouvoir utiliser une seule LED sur un projecteur, bon, d'un vrai travail de diffusion à chaque fois différent. Je crois que ça, c'est le problématique du traitement des polis, enfin du traitement de l'émission de lumière pour qu'il soit plus ou moins diffus. La lumière HMI est unique et actuellement les LED, même puissantes et froides, ne présentent pas la qualité du blanc HMI dont le spectre est complet. Nous avons aussi plus vert, plus impactant sur la prise de vue photographique et à l'image, souvent assez catastrophique, moins carné sur les peaux des artistes, une lumière plus cassante, dure et moins veloutée, un rendu en puissance plus important, mais écrasant sur les corps. Et on continue avec la deuxième question. Considérations et aux difficultés à rencontrer par rapport à la reproduction des teintes, des corps, de la scénographie des costumes, auquel a été répondu, la transmission des couleurs est devenue un vrai casse-tête. On passe d'une salle à l'autre avec des matériels sans commune mesure. Malheureusement, même dans la même marque et même modèle, souvent les générations se suivent, mais ne se rassemblent pas. Et au niveau de la colorimétrie, on se doit de bien comprendre les rendus exigés et les fonctionnements des sources pour arriver au résultat escompté. Notre réponse, je me suis retrouvé des fois avec des appareils comme des découpes latérales des différentes générations. Elles ne répondaient pas de la même manière au mélange des couleurs ni aux références liées. Ou encore, notre métier évolue beaucoup là-dessus. Plus j'ai d'asservi à l'aide dans les lieux d'accueil, et moins j'ai besoin de temps de réglage, mais j'ai besoin de plus de temps pour l'encodage. Ou encore, quand on doit reproduire une teinte avec une source à 8 couleurs, c'est un travail qui peut s'avérer fastidieux. Ensuite, nous avions cette question, différence, avantages et inconvénients entre un projecteur mono-LED et pluri-LED. Donc, sur un parc de plusieurs mono-LED identiques, les calibrages sont compliqués après une certaine durée d'utilisation de la source. Les sources pluri-LED sont plus souples de ce point de vue. Le pluri-LED offre une palette de couleurs avec davantage de finesse, mais moins puissant qu'une source mono-LED. Un mono-LED de bonne qualité peut offrir un meilleur blanc avec un meilleur indice de rendu des couleurs, mais sera moins performant pour créer des couleurs vives. Et on enchaîne avec la cinquième question. Donc, quels sont les codes et ou les standards utilisés aujourd'hui pour définir ou communiquer une couleur entre les différents corps des métiers? Une des premières réponses. Pour dialoguer avec les scénographes, costumiers, metteurs en scène, j'utilise des images, tableaux, extraits des films, carnets des tendances. Pour la recherche avec la régisseuse lumière, on se sert des références des gélatines. Autre réponse, pour communiquer avec les départements scénographie et mise en scène, j'utilise les termes teinte et saturation avec l'équipe lumière pour préciser une nuance des couleurs recherchées. Si je ne connais pas la composition de l'appareil avec lequel je travaille, je parle exclusivement en UE-SAT, mais si je connais sa composition, je peux demander d'agir sur tel ou tel paramètre des couleurs. Ou encore, les consoles utilisent un système dit color picker qui utilise les différents espaces colorimétriques et qui est associé à un gel picker qui est censé reproduire les teintes des principaux fabricants des filtres. Pour le moment, il y a un écart certain entre ce que l'on obtenait en utilisant une source incandescente. Les choix des teintes s'éloignent de la référence des nuanciers et des filtres pour devenir des paramètres mémorisés par la console. Pour les reproduire en tournée, il est nécessaire d'utiliser les mêmes types de consoles. Ou encore, j'ai un mixbook, je m'en sers pour reproduire une teinte de gel avec source halogène sur une source LED, ou bien pour enregistrer une teinte LED que j'aime et la reproduire avec un autre appareil LED.
exercice. Y a-t-il une évolution au sujet de la qualification de la couleur et de sa gestion sur les consoles d'éclairage? Alors, là, on a vraiment des antagonismes parce qu'on commence par « elle est totalement à refaire et à revoir de façon très expérimentale ». Ensuite, à l'opposé, une évolution très importante. La couleur est devenue un paramètre essentiel qui est de mieux en mieux géré par les consoles modernes. Les consoles les plus récentes offrent une multitude d'outils de création et de couleurs, de notions de base à des graphiques complexes, mais finalement le color picker, représentant le spectre disponible en fonction du spectre virtuel idéal et le développement parallèle de la notion de teinte saturation, semble se démocratiser. Oui, avec l'arrivée du COI dans les consoles et les normes GTDF qui permettent de transmettre les données photométriques des machines, en fonction des données des constructeurs, LED rouge qui émet certaines raies dans le vert par exemple, les consoles construisent les couleurs sur la base COI. Il est donc plus facile d'adapter les couleurs des différentes machines. Alors j'avoue que moi, GTDF, je sais ce que c'est, mais COI, si quelqu'un peut nous préciser, je ne vois pas à quoi ça correspond. Pour le débat peut-être. Ouais. Donc, autre question qui a été posée, pensez-vous que l'esthétique scénique évolue davantage vers d'ambiance, des lumières colorées par rapport à la scène éclairée avec l'incandescence? Par quel mot définirez-vous les différentes qualités de la couleur entre incandescence et LED? Et alors, quelqu'un a répondu, du côté de l'incandescence, je dirais faible, jaunasse, molle, fragile, poétique, douce, à la frange du sommeil, inconsciente. Du côté de la LED, je dirais énergique, vitaminée, pénétrante, publicitaire, cheap, marquant des poésies, tout entière dans la vie, consciente. La lumière des spectacles, pour moi, vient du noir et y retourne, comme un rêve entre deux phases des néants. Avec l'incandescence, les formes du rêve et celles du réveil s'entremêlent et se précisent ou se disloquent. Avec la LED, on est directement dans le noir ou dans la lumière, dans le néant ou dans le cauchemar ou dans le réveil. Ça manque d'incertitude. Une autre expression, incandescence. C'est comme écouter un vinyle original de Pink Floyd ou de Tommy de Who. C'est beau et chaleureux, mais ça craque et il y a du souffle. C'est ce qui fait le charme de l'écoute. LED, la même musique, remasterisée, avec une spatialisation incroyable et tous les éléments qui se détachent bien, cliniques et précis. Et ça continue. En fonction de nos domaines d'application, il faudra être judicieux, mais notre palette est belle et bien plus ouverte que lors du travail à l'incandescence. Il faut noter aussi que la mise en œuvre des couleurs est désormais directe et sans intervention mécanique ou humaine, et à l'heure des restrictions de budget et de planning, c'est un choix intelligent. Il me semble que la lumière sur les scènes est de plus en plus blanche, contrairement à ce qu'offrent en théorie ces nouvelles sources. La qualité de couleur entre l'incandescence et la LED est selon moi incomparable. Les bleus en LED sont très beaux, ils peuvent être davantage profonds que les bleus avec des projecteurs à incandescence. Et on arrive à la troisième partie suivante, la conception et le matériel. L'intégration dans un même plan de feu des sources incandescence avec les LED, quels avantages et quels inconvénients? J'y vois principalement des avantages. Ça permet de jouer sur deux respirations, celle nette de la LED et celle plus souple de l'incandescence. Un inconvénient serait qu'elles renforcent mutuellement leurs mauvais côtés, mais ça se déjoue en travaillant. Je préfère mélanger différents types de lumière, des technologies de génération d'appareils. Je préfère mélanger aussi car les parcs lumière devraient, à mon goût, garder des stocks variés et ne pas se séparer, jeter des sources traditionnelles. Il reste une énorme différence en termes de graduation. Il faut se tourner vers des sources de très haut de gamme pour pouvoir oublier cette problématique. Ou encore, les blancs sont difficiles, parfois impossibles à accorder entre eux. On peut rencontrer des difficultés à cause du manque de luminosité des sources incandescentes, mais aussi car la température des couleurs et donc la teinte change en fonction de l'intensité. Quel type d'éclairage s'intègre mieux avec la vidéoprojection et ou avec l'utilisation des caméras numériques? À votre avis, pourquoi? Je dirais la LED couleur, parce qu'on peut ajuster les couleurs en permanence en fonction de l'image projetée.
Le HMI et l'incandescence seraient plus adaptés. La LED, température de couleur continue lors de la gradation, mais couleur prononcée, difficile à capter pour la caméra. Incandescence, pas de souci de flickering avec une caméra HD. Rendu de couleur plus facile, mais tout peut paraître un peu trop chaud ou trop froid. Bon. On arrive à l'autre question. Parmi les nouveaux projecteurs que vous avez eu l'occasion de tester, y a-t-il quelques nouveautés remarquables? Quelles perspectives s'ouvrent? Ce qui est sûr, c'est que la qualité des appareils ne cesse de s'améliorer, notamment les possibilités en termes de qualité de gestion de la couleur. Les projecteurs multi-LED vont maintenant jusqu'à 7 couleurs et utilisent plusieurs modes qui sont plus ou moins appropriés à ce qu'on recherche: variation et qualité de la lumière blanche, précision des demi-teintes, schéma de changement de coloration, etc. Les projecteurs sont assez performants actuellement pour les rendus des couleurs. Ce qui est moins, ce sont les consoles en termes de transfert d'une couleur à une autre. C'est un souci assez régulier qui peut être réglé, mais il faut les bons outils et peu de consoles sont capables de gérer correctement ces transferts. La série EOS DTC possède un outil de passage des couleurs assez efficace. L'augmentation des couleurs dans les projecteurs et les softwares à l'intérieur des machines, c'est un élément qui a été remarqué. La lustre de DTC est un produit qui devient une référence à mon sens. Ces optiques interchangeables donnent énormément de possibilités, cyclos de coupes courtes, longues, Fresnel, etc. Et il est toujours regrettable que les artistes créateurs de lumière ne soient pas plus associés au processus de conception des instruments par les fabricants. Ensuite, nous avons abordé l'exercice du métier. Avec cette première question, pendant la phase de conception, quelles sont les conséquences de l'utilisation de la LED? Y a-t-il un temps de formation ou d'auto-formation? Bon, là, il y a 2 items qui ont été retenus. Pour la phase de conception, mon imagination est beaucoup plus tributaire que ne l'était auparavant du matériel disponible, soit dans le lieu de création, soit à la location pour toute la tournée. L'intégration de ces nombreuses sources LED demande une auto-formation continue et un suivi des nouveautés qui n'existaient pas il y a quelques années. Les outils de visualisation sont indispensables pour une première prise en main d'une nouvelle source et lors d'une conception. Pendant la phase de conception, quelles sont les conséquences de l'utilisation de la LED? Y a-t-il un temps de formation ou d'auto-formation? Oui, c'est la même question. Oui. C'est la même question, oui, pardon. C'est la suite, en fait. J'adorerais que les lieux puissent étalonner leurs différentes machines entre elles sur une série de couleurs, de façon à pouvoir générer rapidement une couleur qui soit la même sur différents types d'appareils. Ou encore, depuis longtemps, les 2 écoles cohabitent, celle de la création au fil de l'eau et celle de l'écriture dramaturgique qui se traduit in fine par un plan lumière. Adeptes de la deuxième solution, l'évolution des outils de conception ne sont pas corrélés à l'apparition de la LED, mais plutôt au développement de l'informatique et de la modélisation 3D. Pendant la phase d'exploitation, quelles ergonomies entre les sources et les moyens de pilotage? Quelles sont les modifications des rythmes de travail pour obtenir la bonne couleur avec la LED? Quels sont les systèmes de rattrapage, correction d'une couleur en cours de répétition et de spectacle? Ça, c'est vraiment un casse-tête. Je considère que mon métier n'est pas de piloter une console à la place du ou de la pupitreur d'accueil. Comme souvent, la meilleure habitude de travail est de réfléchir au planning très en amont et de trouver un vrai temps d'encodage. Ne jamais sous-estimer le temps qu'il faut pour trouver un langage commun. En spectacle, je demande fréquemment des retouches de couleurs à la personne qui pupitre. Ou encore, interface source-commande pas toujours évidente à appréhender. Connaître chaque mode de chaque projecteur n'est pas possible, donc il y a forcément un temps d'adaptation. Parfois, cela rogne sur le temps de création. Temps de montage, réglage parfois rallongé, détection de panne ou problème de configuration, plus récurrent, chronophage. Et on se rapproche de la fin, hein. Donc pas d'autres réponses à cette question. La conduite avec les nouvelles sources LED demande plus de travail, des consoles optimisées pour les appareils utilisés et des pupitreurs qui savent s'en servir. Ou encore, la grande innovation d'un point de vue ergonomique, c'est la possibilité de changer l'affichage et les paramètres des consoles pour un usage personnalisé.
La gestion de la couleur devient plus complexe, nécessite plus de connaissances, de temps et de pratiques, car on peut utiliser différents modes de console de la couleur. Et on en a parlé, RGB, HI, etc. Je trouve ça paradoxal. On n'a jamais eu autant d'outils pour être exigeant et fin sur les couleurs et jamais autant de difficultés à les retrouver d'une fois sur l'autre. Ouais. Alors, ensuite, la tournée. Ça vient d'être évoqué juste précédemment sur sa question, et c'est la grande question, peut-être la plus douloureuse, c'est la reproductibilité des couleurs de création. Le reste, on va dire que cette transition est plus ou moins assumée et les qualités apportées justement par ces nouveaux systèmes sont plutôt finalement devenus enthousiasmants. Lorsqu'on change de matériel à LED, par exemple, d'une marque à l'autre, y a-t-il des modifications perceptibles de la couleur ou du rendu lumineux à parité d'effet et de conduite en permanence? Les indices donnés par les fabricants sont seulement en partie exploitables. Rendu de couleur, flux lumineux, puissance ne donnent qu'un renseignement partiel. Un exemple concret. N'importe quelle couleur un peu subtile. Un vert amande ressemble à un gazon, un rose délicat devient du rose à lèvres gloss, un bleu doux et rougeoyant devient un truc criard de meeting politique. C'est permanent. Une catastrophe conduisant à devoir tourner avec son propre matériel. Quand on change de matériel, c'est rare qu'on retrouve nos couleurs. Des fois, on ne retrouve rien du tout. Le temps que ça prend de refaire les couleurs et au-delà des positions peut être chronophage. L'intensité de chaque LED pour un projecteur multi-LED étant différente pour chaque modèle, le rendu des couleurs varie fortement parfois, mais ce sont surtout les allumages, extinctions ou les changements à vue entre deux teintes qu'il faut retravailler quasi systématiquement. Sauf si le matériel LED est de mauvaise qualité ou très ancien, d'une ville à l'autre, il est extrêmement difficile de constater une différence de coloration. Donc c'est un point de vue très différent. Notre maître... On ne sait pas. Et on s'est rapproché de la fin. Donc, comment définirez-vous les vieillissements du parc LED? Quel est l'impact du temps d'utilisation sur l'indice des rendus des couleurs? Parmi les réponses, il y a eu celle-ci. Tout comme notre métier évolue, celui de l'accueil doit aussi évoluer. Par exemple, en ayant des temps d'entretien... Par exemple, en ayant le temps d'entretenir son matériel réel, de créer des masques d'offset permettant de gommer les différences, etc. Sur les blancs, la dégradation de la qualité de ceux-ci est conséquente. Les outils de recalibrage sont souvent inopérants ou alors demandent trop d'expertise pour être utilisables. Ce que l'on sait, c'est que la dérive de la couleur dans le temps est très faible et que la diminution du flux est très lente pour une LED de bonne qualité. Comment adaptez-vous une création conçue avec le 100% d'éclairage LED, avec la nécessité, lorsque c'est le cas, d'intégrer l'incandescence pendant les tournées et vice-versa? Double de travail, difficile à faire entendre aux compagnies qui n'y sont pour rien. Les sources demandant moins de couleurs dans la conduite sont remplacées par de l'incandescent. Alors ça, c'est une solution. Rasants et latéraux sont souvent moins colorés qu'en contre-jour. Cela m'arrive très souvent de passer de 100% incandescent à 100% LED. Souvent, c'est à cause du peu de puissance électrique dans certains lieux que j'investis récemment. Un spectacle simple, avec uniquement des projecteurs à incandescence et quelques couleurs de gélatine, sera facile à transposer en LED, en prenant un peu de temps pour retrouver la finesse des niveaux. Un spectacle 100% LED, utilisant toutes les possibilités de couleurs et d'effets des LED, sera très difficile, voire impossible, à reproduire correctement avec des projecteurs traditionnels à incandescence. Je crois que c'est la fin de notre questionnaire, ou en tout cas de ceux qu'on a pu en extraire. Voilà, donc en fait, on dispose d'un corpus de 28 pages de texte, en fait, donc qui aurait été impossible à communiquer. Donc pour ça qu'on a choisi ce mode-là. Et on va le mettre à disposition pour ceux que ça intéresse. Voilà.
Donc en petite conclusion peut-être, oui. Oui, bien sûr. Ce qu'on pourrait, ce qui me semble a émergé en retraversant, parce que je l'ai repris encore tout en entier, les 28 pages brutes, c'est que la couleur c'est vraiment fondamental. C'est un paramètre comme les directions, comme les types, les choix de la source. Et deux tendances semblent s'esquisser. Une tendance vers, bien sûr, les ambiances colorées, car on profite des possibilités des outils, et plus spécifiquement de la couleur qui devient de plus en plus saturée. Mais aussi une autre tendance qui est celle, contrairement, à aller vers plutôt du blanc. Plutôt vers du blanc froid, en expérimentant parfois des températures en Kelvin qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, quelqu'un parle d'un 8000 Kelvin qui a utilisé, qui marchait très bien dans un spectacle. Une autre piste qui me semble s'esquisser, c'est l'importance des relations entre source et source. C'est-à-dire, bien sûr, entre source incandescence et à LED, mais aussi entre LED et des marques différentes, ou des LED qui ont vécu différemment, un peu comme c'était le cas des lampes incandescence. Mais aussi l'importance de la relation entre la source et la console, parce qu'on l'a bien vu aujourd'hui, il s'agit des deux ordinateurs finalement. C'est vraiment le passage du projecteur électrique analogique au projecteur électrique numérique. C'est vraiment la révolution qui est arrivée, comme est déjà arrivé dans la photographie, dans l'image, dans la vidéo, aussi dans le projecteur. Donc c'est deux ordinateurs qui vont communiquer entre eux, et donc cette relation est importante parce que si la console n'est pas aussi performante, eh ben, elle ne peut pas gérer tous les paramètres dont un bon projecteur est doté. Une autre chose qui m'est semblée intéressante, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Si, je pense que de toute façon, il y a un élément du fait de la complexité de la technologie, donc la numérisation généralisée de tous les éléments de la chaîne fait que les savoir-faire deviennent complètement différents. C'est-à-dire que la nécessité de la formation des personnels, aussi bien techniques d'accueil que finalement les créateurs aussi, parce que aussi nous poursuivre, on est obligé quand même de pouvoir comprendre les éléments de la chaîne pour pouvoir communiquer, pour pouvoir travailler. Donc les modes de production deviennent très différents et le savoir-faire devient très différent et nécessite un investissement qui est d'un autre ordre quand on faisait varier effectivement essentiellement le canal de l'intensité d'un appareil. Donc on peut avoir, maintenant vous le savez tous, il y a certains appareils, c'est 100 canaux d'information qui circulent. Donc, et donc le réseau, aussi la question des réseaux devient primordiale, et de la complexité de la transmission de l'information dans les salles et des problématiques deviennent... donc il faut quand même avoir des spécialisations en régie qui sont d'un tout autre ordre que la génération précédente. Je me permettrai peut-être de compléter ce que tu dis, c'est que l'éclairagiste, la complexification du métier, il doit être au jour des nouvelles sources qui sortent chaque mois, chaque 6 mois. Il doit connaître les paramétrages. Il doit connaître, gérer la couleur non plus seulement d'un point de vue physiologique, phénoménologique, mais doit connaître aussi les principes physiques et numériques qui sont appliqués à la source qui produit la couleur. On a vu les questions des spectres, par exemple. Aujourd'hui, il me semble très important et qu'on contribue à cette complexification. Et dont l'importance, je pense que ça a émergé un autre point, d'arriver à mesurer les rendus des couleurs, parce que ça permettra de résoudre plusieurs des problèmes qui semblent clairs dans les paroles des praticiens. Merci pour cette présentation. Je vais essayer d'apporter peut-être des éléments de réponse dans le contexte qui se dessine. Je me représente pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, mais je suis président de l'Union des scénographes. Scénographe aussi, et on collabore avec l'UCL et avec les directions techniques, avec Reditech. Je regrette, je pense que
Je ne sais pas s'il y a des directions techniques qui sont là présentes, mais on a fait un séminaire avec eux il n'y a pas longtemps, on en a reparlé, mais je pense qu'ils auraient eu toute leur place ici, ainsi que les administrateurs, parce qu'on voit que les enjeux de temporalité, elle implique aussi les administrations et les directions techniques. Et je sais que les directions techniques, en tout cas, sont très demandeuses, venant des éclairagistes, de faire une liste de matériel que vous appréciez, que vous avez envie de retrouver de façon récurrente aussi dans les théâtres. Donc, eux sont aussi très demandeurs de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut acheter comme matériel et que vous pouvez retrouver de maison en maison. Donc voilà, je relance l'appel de Readytech, en tout cas, si vous avez envie de vous atteler à une liste de matériel type que vous avez envie de retrouver aujourd'hui dans la LED, donc qui permettrait justement de réduire cette disparité de maison en maison. Donc, il y a aussi cette volonté-là venant des directions techniques qui sont là. Je crois quand même que la conclusion de cette enquête, c'est manque de temps, manque de considération et d'appréhension par les accueillants. Je généralise volontairement, et il ne s'agit pas forcément des soutiers dans les tranchées, de la complexité que représente actuellement la tournée avec la LED. Bien évidemment, on ne peut pas demander enfin, il y a des questions de salaire. En gros, on s'approche de plus en plus de la nécessité d'ingénieurs réseau, plus de consolistes qui non seulement ont une vraie culture générale, non seulement connaissent le spectacle, mais sachent ce que c'est que l'informatique. Et jusqu'à présent, c'est pas en un quart de demi-journée qu'on arrive à pouvoir sortir un spectacle où, à la base, avant, on pouvait tourner avec 96 projecteurs. Hein. On arrivait à faire monter 96 projecteurs, régler 96 projecteurs et jouer le soir avec des conduites manuelles. C'est plus du tout le cas maintenant. Or, c'est plus une journée qu'on a. En ce moment, on nous dit, avec une demi-journée, vous devriez y arriver. C'est tout automatique. Et le problème des moyens, il passe avant tout par des gens mieux formés, mieux payés. C'est pas le cas. Et les moyens de la culture actuellement, ils vont plutôt vers... ça serait bien s'il y avait 15 projecteurs pour tourner, hein, plutôt que 100 ou 200. Et ça pose des vrais problèmes sur, non pas que les scènes nationales, mais sur tout ce qui est reprise par les municipalités. Ce qu'on a vu en architecture, on le voit dans les théâtres, où la mairie décide. Et puis il y a les appels d'offres, et donc l'idée de vouloir mettre des matériels communs est incompatible avec la législation française. Malheureusement. Hein. Alors, non, il y a des villes, pour l'instant, qui essayent d'uniformiser leurs achats, justement, entre théâtres nationaux, opéras nationaux, de faire des commandes communes, justement, pour qu'ils aient un parc déjà et qu'ils puissent se prêter du matériel et compléter du matériel commun. Donc, en ce moment, il y a des villes et des régions qui essayent de travailler en intelligence, pas toutes, mais il y en a qui arrivent déjà, et s'entendre entre théâtre et opéra aussi, ou entre... Enfin, on peut quand même constater qu'un certain nombre de matériels, enfin certains équipements, on les retrouve de plus en plus dans un certain nombre de lieux. Je prends la découpe lustre, par exemple, commence à être un produit commun dans beaucoup de structures. Bon, il se trouve aussi également, là on est plutôt dans les opéras, dans les structures de ce type, certaines... Le Robbie T1 ou T11 aussi commence à être pensé d'une façon commune, j'ai vu, par les maisons d'opéra, etc. Donc, bon, de fait, avec le temps, il va y avoir peut-être une forme d'uniformisation des matériels, hein, je sais pas, grâce à leur qualité, en durée, par rapport à nos besoins. Ça reste à... Juste une précision encore, une vraie solution pour la tournée, malgré tout, c'est de tourner avec son pupitre.
C'est-à-dire, on l'a dans l'ordinateur et on essaye de tourner avec parce que c'est quand même. Ah oui, mais ça, c'est ce qui se passe. Hein. Maintenant, ça y est, tout le monde vient avec son pupitre. Hein. Tout le monde vient avec son pupitre, mais tous les pupitres ne sont pas branchables. C'est-à-dire, de temps en temps, on tombe dans des endroits où vous arrivez et c'est très compliqué de brancher. Bon, a priori, il y a quand même le DMX pour. Le DMX, normalement, ça fonctionne. Ouais. Moi, je voulais dire une petite chose pour répondre à votre observation concernant le manque du temps. Je trouve que c'est intéressant, dans le sens qu'il y a déjà eu une invisibilisation, il me semble, de certaines tâches qui passent à la pause déjeuner. Et donc déjà, ils font prise en compte. Mais je pense aussi qu'il y a une qualité du temps aussi qui a changé. Pour avoir travaillé dans ma thèse sur le XXe siècle, dans lequel les temps, on passait la nuit à faire les lumières, à monter, vous dites, les quantités faramineuses des projecteurs. Et c'était un travail physique, c'était du temps qu'on passait ensemble à faire un projet commun. Et là, c'est un temps des machines, je trouve. C'est de l'encodage, donc c'est un temps qui va tout à fait dans les paradigmes de notre vie, de notre modèle de vie, en fait. Seul sur une machine, en train d'encoder et de passer du temps comme ça. Donc il y a deux aspects, effectivement, rendre visible, les rémunérer, mais aussi prendre conscience de cette qualité qui n'est plus un temps partagé, un temps d'équipe à la recherche de mettre au point un projet plus ou moins farfelu. Oui, je voulais juste partager une petite réflexion sur les capacités technologiques qu'augmentent et qu'on corrèle souvent avec de nouvelles possibilités artistiques. Je me suis reconnu dans certaines réponses parce que j'ai pu, voilà. Donc, et à les relire, je me suis dit, j'ai dit ça, c'est fou. Voilà, je me suis pas. J'ai vu que c'était moi, mais j'étais pas hyper d'accord avec moi. Et donc, non, la question que je me pose, c'est comment ne pas toujours systématiquement relier la possibilité technologique avec la possibilité artistique. Et là, je rejoins un peu ce qui a été démontré par Julie Lola et Manon sur le fait qu'on a cette possibilité-là. Du coup, on va dans une posture artistique que je valide totalement, extrême, vers une mémoire, une couleur différente. Et cette capacité à pouvoir reproduire ça en tournée. Et c'est vrai que moi, quand je crée les spectacles et que je les tourne, et maintenant qu'il y a de la LED, j'ai plutôt tendance à essayer en création de faire cet effort, même si on peut ne pas le faire, il n'y a aucun problème avec ça, de me dire, c'est pas parce que je peux le faire qu'il faut que je le fasse. Parce qu'un projecteur qui soit asservi ou à LED, qui puisse changer de couleur, c'est pas parce qu'il peut changer de couleur que ça va me solutionner mon problème dramaturgique. Et je me suis même retrouvé dans des cas où à la première, je vois des choses, j'ai pris un peu de recul, on a parfois un peu l'occasion de le faire, le tempo de travail peut ralentir et on se rend compte qu'en fait, qu'il y a des choses en trop. Et que ça peut venir de là aussi, c'est parce qu'on a la possibilité qu'on le fait. Et ça, je trouve, c'est un piège qui peut vite nous être tendu par la technologie. Je voulais aussi prendre un exemple. J'ai la chance de travailler à la reprise des éclairages de Jérôme Robbins, qui est un chorégraphe américain des années 50, 60, 70. Et je dois souvent retravailler les éclairages de spectacles que j'ai jamais vus, originels. Et quand je dois le faire, ça m'arrive de le faire dans des maisons d'opéra extrêmément bien dotées en matériel LED, sauf qu'évidemment à l'époque, c'était créé absolument pas avec de la LED. Et je voulais poser la question de la temporisation, parce que vous l'avez évoqué aussi. À partir des années 60, j'ai vu arriver dans les notes que je recevais des transferts en 2 minutes, en 3 minutes, années 70 plutôt. Et je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, ils ne l'ont jamais fait avant. Mais c'est parce que la technologie leur a permis, d'un coup, d'avoir un transfert en 3 minutes. Sauf que ça n'avait aucun rapport avec la danse. En tout cas, c'était assumé comme tel, et les gens qui m'ont transmis les informations qui restaient de Jérôme Robbins m'ont dit, mais non, c'est juste parce que c'était possible de le faire, et que puisqu'on pouvait faire un transfert en 3 minutes et lâcher le pupitre, eh ben on le faisait. Sauf que ça n'avait aucun rapport avec la danse. Du coup, en 2010, 2015, 2020, on se pose la question, mais pourquoi ils ont fait ça? Juste parce que la technologie le permettait, d'après ce qu'ils disaient. Voilà, juste. Oui. Bon. Ok. Alors, de toute façon, il y a un danger. Il y a un danger là dans ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il y a un développement technologique qui peut s'opposer à des questions artistiques. C'est-à-dire, notre métier reste quand même
à l'essentiel une intervention d'ordre plastique, artistique et dramaturgique. Et donc la technologie, elle doit être au service de cette proposition. Et après, tout dépend, effectivement, moi, dans ma pratique, par exemple, j'ai toujours cherché à travailler avec le moins de matériel possible pour le plus d'effectivité dramaturgique. Donc ça ne veut pas dire, parce que je dispose des possibilités très étendues, que je vais les exploiter de cette façon-là. Enfin, c'est-à-dire, donc, pour moi, la couleur a été à une époque, il y a une couleur ou il y a deux couleurs pour une pièce. Alors, quand on était avec les gélatines, il y avait une demi-teinte qui pouvait correspondre à l'esprit interne d'une pièce. Une seule teinte ou deux demi-teintes, enfin, c'était de cet ordre-là. Et comme s'il y avait une couleur qui était adaptée à un projet. Donc, la multiplicité de la couleur peut être aussi une fausse piste. Bon, le grand intérêt, c'est quand même, c'est qu'on peut... La sélection est beaucoup plus facile. On dispose d'un appareil, ça peut un peu se faire sur place beaucoup plus rapidement que quand il faut déterminer sur maquette telle teinte, aller changer, couper les gélatines, etc. Quand on veut changer, quand elle ne convient pas, on change tout de suite. Ça, c'est quand même intéressant. Juste un témoignage. Moi, j'ai une autre génération, je suis d'une autre génération. Mais j'ai toujours abordé la question de l'éclairage du spectacle vivant comme de la lumière vivante. J'ai travaillé à l'incandescence, puisque c'était la source principale, et à l'épiscope. J'ai jamais trouvé dans deux théâtres suivants les mêmes températures de couleurs sur les mêmes lampes épiscopes et les mêmes lampes halogènes. Et à chaque fois, il y avait une nécessité de s'adapter et pour essayer de retrouver les teintes approchantes qu'on avait créées à la création. Donc je trouve que cette notion j'abordais cette question d'ailleurs de la conduite comme un happening, quoi. C'était tout le temps à s'adapter avec ces nouvelles sources, avec des couleurs différentes. Même les gélatines, vous arriviez dans un théâtre, il y avait du cinémoïde, et puis vous arriviez dans un autre théâtre, vous aviez du cinélux. Enfin bon, on était tout le temps en train de bouger et d'avoir une matière vivante à faire exister, quoi, hein. Ça, je trouve que... Et c'est drôle, parce que vous parlez des nouvelles technologies qui sont finalement soi-disant très étalonnées, mais vous constatez vous-même qu'avec la LED, eh ben, c'est toujours aussi différent. Deux projecteurs LED ne sont pas les mêmes. Mais je trouve que la notion d'écriture vivante et de conduite vivante de la lumière du spectacle vivant est un élément qu'il faut ne pas oublier. Voilà un vieux con qui... Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que je partais du principe que moi, je fais plutôt les créations et pas trop les tournées, avant tout pour des questions de planning. Et je me suis rendu compte ces dernières années que ça devenait des fois compliqué de ne pas faire la tournée, puisque justement, certains paramètres de la création étaient devenus tellement compliqués qu'un petit peu ce que tu mentionnes d'un autre temps, je le retrouvais actuellement avec comme vous avez mentionné par exemple les questions de 120 couleurs ou de choses comme ça à adapter, et qu'il y avait maintenant presque deux types de créations, les créations qui étaient entre guillemets assez simples avec une rationalisation des choses qui pouvaient être transmises, et d'autres où il fallait que ce soit moi qui fasse la tournée. Donc ça pose la question pour moi de quelle complexité dans la création et ensuite dans l'adaptation avec des matériels différents. Et aussi qui, pour reprendre des créations peut-être plus compliquées, on parlait avant de gens à la console qui ont une formation autant artistique que technique poussée et qui sont capables d'être engagés aussi assez tôt dans un processus de création pour ensuite pouvoir comprendre les tenants aboutissants et puis réinterpréter les choses. Voilà, je trouve que ça a évolué en tout cas dans ces 5-10 dernières années pour moi, la possibilité ou pas de transmettre les choses.
C'est pour ça que quand il n'y a pas l'argent, ben, moi je m'y colle. Parce que plutôt que de transmettre ça à quelqu'un qui, je sais, n'aura ni le temps, ni l'expérience, ni la compréhension des enjeux du spectacle pour le reprendre. Donc je me dis, bon ben voilà, il faut y aller.